Bonjour, je suis Akibouba Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et je vais aborder avec vous quelque chose qu'on a eu à faire tout à l'heure en session de formation qui concerne quand même les dispositions de contrôle des marchés publics, superposées bien sûr aux dispositions de passation des marchés publics également. On a essayé de schématiser cela avec un tableau à 4 cadrans que je vais essayer de présenter ici avec 2 variables essentielles qui guident généralement les dispositions non seulement de passation des marchés, mais également des dispositions de contrôle des marchés, selon les cas. Et les 2 cadrans étant superposables, on va essayer ici, cette fois-ci, de les dissocier pour que vous puissiez voir de façon claire comment cela pourrait se présenter. Vous avez quelque chose de ce genre. J'ai fait quand même une petite représentation orthonormée, si vous voulez. Où ici on a le plus, ici on a le moins. Pardon. Ici on a le moins. Ici on a le moins, ici on a le plus. Donc, si vous voulez valeur faible, élevée, vous pouvez avoir au milieu, bien sûr, ce qu'on appelle valeur modérée. Modérée, si vous voulez. Idem ici, modéré. Il n'y a pas de problème. On peut présenter comme ça. En ce qui concerne l'aspect passation, c'est tout simple. Hein? En abscisse, vous avez la variable montant prévisionnel. Vous avez la variable montant prévisionnel. Et en ordonnée ici, vous avez la variable niveau de risque. Niveau de risque. C'est beaucoup plus simple en abscisse parce qu'en abscisse, ici, vous avez montant prévisionnel. Ce sont des seuils qui sont généralement déterminés par la loi ou par des dispositions transitoires, que ce soit au niveau des législations nationales ou internationales. Donc, les seuils sont connus. On peut savoir c'est quoi un montant faible, c'est quoi un montant modéré, c'est quoi un montant élevé. Bien sûr, arrimé à toutes les dispositions qui sont déjà fixées à travers des montants hors taxe. Donc là, c'est plus simple de savoir. Mais par contre, c'est plus compliqué au niveau du niveau de risque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas déjà déterminé. Dans nos dispositions nationales, ce n'est pas suffisamment intégré. Le niveau de risque et son appréciation n'est pas fortement intégré dans nos dispositions nationales. Vous avez au niveau des pratiques internationales, cela qui est vraiment très bien apprécié et même mis en valeur pour l'appréciation de tout ce qui est aspect pratique lié au marché public. Comment on fait alors pour savoir qu'on peut avoir un niveau de risque faible? Qu'est-ce qui est un niveau de risque faible, un niveau de risque modéré, un niveau de risque fort? Tout simplement, cela va vous parvenir en analysant cela sous un autre angle. C'est-à-dire l'angle lié à quoi? À ce que je peux appeler un tableau à double entrée aussi de la cartographie des risques, qui va venir aussi être un tableau à plusieurs cadrans, il n'y a pas de problème, si vous voulez, quelque chose comme ça. Ou, parce que le niveau de risque ici, c'est quoi? C'est ce qui définit l'échelle de criticité, c'est-à-dire un risque qui est critique, qui ne l'est pas. Donc, il est soit peu critique, moyennement critique ou très critique. Donc, avant de déterminer le niveau de risque, il faut d'abord aller ici travailler sur 2 variables qu'on étudie en cartographie des risques qui sont, première variable, la variable de la vraisemblance. Bon, encore appelée probabilité. Et ici, vous avez la variable de l'impact, encore appelée conséquence. Vous avez les 2 qui sont utilisés. Donc, pour déterminer le niveau de risque ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va dépendre, parce que, attention, ce tableau-là n'est pas standardisé systématiquement en termes de contenu. Cela va dépendre des réalités internes de chaque structure et de chaque opération si possible. Donc ici, vous allez avoir quelle est la probabilité de survenance d'un problème? Parce que par rapport à une activité donnée des marchés publics, il y a un risque qui va être évalué. Quelle est la probabilité de survenue? Est-ce que ça arrive peut-être une fois par mois? Est-ce que ça arrive tous les mois quasiment? Est-ce que ça arrive chaque 3 mois? Est-ce que c'est sur chaque opération de passation des marchés?
Parce qu'il y a des risques qui sont étalés sur chaque opération de passation des marchés. Parce que ce sont des risques inhérents même au processus même de passation des marchés. Maintenant, il y a des risques qui sont carrément inhérents à certaines activités précises. Vous allez avoir des risques qui sont beaucoup plus sur des marchés de prestations intellectuelles, où il y a des risques sur des marchés de travaux qu'on les rencontre. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Donc, c'est ici que vous allez définir l'échelle. Vous allez définir l'échelle de 1, 2 et 3, c'est-à-dire en fonction du niveau de probabilité de survenance. Certains vont jusqu'à 4, 5, ça ne gêne pas. Au niveau de l'impact, c'est lorsque ce risque-là intervient dans la chaîne de passation des marchés, quel est le dégât que cela peut créer, la conséquence, l'impact. Est-ce que l'impact est un impact faible ou un impact modéré ou un impact fort? Donc, vous allez vous retrouver également avec ce schéma-là qui va être ici 2, 3. Si vous voulez aussi, parce que si vous faites en 3, 3, il faut voler en 3, 3. Si vous faites en 4, 4, en 4, 4, en 5, 5, en 5, 5. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'il faudrait automatiquement présenter. Donc c'est à travers la combinaison de ces deux éléments-là que vous pouvez définir l'échelle de criticité d'un risque et pouvoir le positionner ici. Et déterminer maintenant 4 zones ici, qui vont être ici. Je pense ici, vous avez la zone verte. Bon, je crois que je vais être plus prudent en écrivant. Vous avez la zone, je vais faire comme ça, verte. Ici, je préfère utiliser les couleurs. Vous avez une zone ici jaune. Et ici, vous avez une zone rouge. Voilà. Donc, vous avez ces 4 zones-là. Vous voyez, vert, orange, jaune, rouge. Ici, parce qu'on a un niveau de risque, ici c'est faible, faible. Ici c'est faible, élevé. Ici c'est élevé, faible. Ici c'est fort, fort. Élevé, élevé. Donc ici, les deux ici vont être en fonction du niveau de passation, niveau de contrôle. Ici, en termes de niveau de passation déjà, vous allez avoir ici des procédures. Un type de procédure. Quel type de procédure? Vous allez ici avoir des procédures qui sont généralement des procédures simplifiées. Je ne mets pas souvent les procédures directes ici parce que les procédures directes sont des procédures exceptionnelles qui peuvent se justifier n'importe où. Vous pouvez avoir un niveau de risque élevé, un montant prélève très élevé et faire un gré à gré. Ça dépend du contexte. Ça ne dépend pas forcément de ces deux paramètres. Voilà, c'est pourquoi je reste prudent. Ici, vous allez avoir des procédures de passation des marchés simplifiées à ouvertes. Également, vous avez la même chose ici, des procédures simplifiées à ouvertes. Désolé, hein, j'écris très mal. Et au niveau du rouge, vous allez avoir généralement des procédures ouvertes. Au niveau maintenant des dispositions de contrôle, vous allez avoir ici, sauf exception, le contrôle a priori. Ici, vous allez avoir contrôle a priori ou a posteriori selon les cas. Vous allez ici avoir le contrôle a priori, le prior ou du post en fonction des acquisitions. Parce qu'une acquisition peut se retrouver, deux acquisitions peuvent se retrouver ici, dans cette zone, mais ne pas avoir les mêmes réalités. Donc, ça peut dépendre par exemple du facteur risque qui est associé à une acquisition intérieure qui fait qu'elle peut être en priori alors que l'autre peut être en post. Donc ici, vous allez avoir le contrôle systématiquement a priori. Donc ici, vous avez des procédures simplifiées, que ce soit même des procédures de passation électronique des marchés et autres. Voilà. Donc, vous avez des procédures ici qui peuvent être des demandes de cotation, des RP et autres. Vous avez les procédures d'appel d'offres généralement que vous retrouvez là-bas. Donc voilà un peu comment est-ce que ce qui sort, ce travail-là, qui est systématiquement fait avant de sortir un plan de passation des marchés. Parce que vous ne faites pas un plan de passation des marchés. Le plan de passation des marchés n'est pas un document qui sort ex nihilo. Il faut vraiment que ce travail-là soit au moins fait. Et ça, c'est la version, je dirais, brève que je vous présente, la version vraiment synoptique. Sinon, le travail en profondeur est encore plus poussé qu'il faut faire. Par procédure, il faut lister toutes les procédures, les montants, les seuils et autres. Et c'est parfois encore plus compliqué quand vous êtes sur un financement bailleur, parce qu'il faut tenir compte des deux réalités, hein, du bailleur et aussi des dispositions nationales pour éviter toute contradiction en termes de seuil à passer. Parce que vous allez retrouver des acquisitions qui sont dans le plan de passation des marchés du pays emprunteur et aussi les mêmes activités que vous retrouvez
au niveau des modalités d'acquisition de biens et services qui sont dans la convention de financement. Donc, vous voyez, il faut faire attention pour que les deux soient parfaitement superposables pour éviter les conflits lors de la passation des marchés. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux déjà ici vous dire parce qu'aujourd'hui, bon, je tiens à rappeler aussi que les bailleurs ont compris qu'il faut faire un effort pour le plus possible intégrer les dispositions nationales des pays dans les modalités d'acquisition de biens et services sur des projets que ces bailleurs-là financent. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, essayez de les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. On va essayer d'y répondre et le débat reste ouvert et voilà. Merci beaucoup.